Lauriane Rossi, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée LREM des Hauts-de-Seine. Vous êtes aussi questeur à l'Assemblée. C'est un poste important puisqu'on gère un peu la maison. Hier, en déplacement en Picardie, le président de la République a annoncé que la lecture serait une grande cause nationale. Nous célébrons Jean de La Fontaine cette année. Est-ce que ce n'est pas la 20e fois qu'on entend ça ? Lecture, plan lecture, faire lire les enfants. On est un peu désarmés, non ? Je crois que ça doit être une priorité. Je veux rappeler que l'illettrisme concerne à peu près 7 à 10% de notre population. Donc c'est quand même énorme. Plus de 2 millions de personnes dans notre pays souffrent d'illettrisme. Et au-delà de l'illettrisme, je crois que faire de la lecture une cause nationale, une grande priorité nationale, est au contraire quelque chose finalement d'assez nouveau dans la bouche d'un président de la République. Et cela nous permettra d'embarquer tous les acteurs, ceux de l'éducation nationale, les associations, tous ceux qui œuvrent pour l'éducation populaire, mais également tous les acteurs du monde du livre, hein, donc le monde de la culture, de l'édition, les libraires, qui pourront évidemment faire vivre ce livre et la lecture dans chaque territoire. Alors le président s'est défendu d'interférer dans la campagne des élections régionales, mais tout de même, aller en Picardie à 3 jours d'un scrutin où est engagé l'un des principaux présidentiables d'opposition, Xavier Bertrand, c'est participer à une campagne régionale. On a un président de la République, vous savez, qui a toujours été sur le terrain depuis le début du quinquennat. Il ne s'est jamais dérobé, il est toujours allé au contact des Français. Il continue à le faire en cette fin de quinquennat, ce que ne faisaient pas forcément ses prédécesseurs. Donc il se frotte au terrain, il se frotte aux Français, sur des sujets d'ailleurs qui ne relèvent pas des compétences de la région. On parlait à l'instant de la lecture, de la lutte contre l'illettrisme. Je crois que voilà, c'est une cause nationale, ça n'est pas un sujet collectivité, même si tout le monde doit y participer. Donc non, je ne vois pas de... je crois qu'il ne faut pas faire de lien avec la campagne actuelle et les déplacements du président de la République. Mais peut-être avec la campagne suivante. C'est une manière quand même d'être en pré-présidentielle. Encore une fois, le président de la République, Emmanuel Macron, a toujours été sur le terrain. Donc, sauf à considérer qu'il est en campagne depuis 2017, moi je crois que c'est une bonne chose que notre président, et nous le faisons nous aussi, parlementaires, eh bien, d'aller sur le terrain, confronter nos projets, nos réformes au ressenti des Français, voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas, entendre ce qu'ils ont à nous dire, parfois de manière un peu virulente, avec leurs mots, leur colère. Je crois que c'est important. Ça n'affaiblit pas la fonction quand il y a une gifle la semaine dernière, là, des gens qui l'interpellent assez vertement sur la suppression de l'ISF. Est-ce que finalement, le bénéfice du contact franc et direct n'est pas estompé par l'affaiblissement de la fonction de chef d'État ? Je mets de côté la gifle, qui est un acte inadmissible et qui a été sévèrement condamné par la justice, et tant mieux. En revanche, pour ce qui concerne la colère qui peut s'exprimer, moi je crois qu'elle est légitime. D'une part, il faut l'entendre, et c'est le rôle d'un responsable politique, même un président de la République, que d'aller sur le terrain, se confronter et d'entendre ces mots-là. Et non, je ne crois pas que ça rabaisse la fonction. Au contraire, je crois que ça renforce la démocratie représentative. Je crois qu'un président de la République n'a pas vocation à rester enfermé dans un château ou dans son palais de l'Élysée. Au contraire, il a vocation à être présent sur la scène internationale. Et là, nous avons eu une belle séquence avec le G7. G7 autant, oui. Voilà. Et puis, évidemment, dans les territoires. Et la situation l'exige plus que jamais. On a beaucoup de territoires et de Français qui se sentent abandonnés, délaissés. Et la crise des Gilets jaunes, d'ailleurs, ne disait pas autre chose. C'est 30 ans d'abandon, parfois, dans certains territoires, que nous avons payés. Et je crois qu'il faut y être présent plus que jamais. Alors, présent, c'est aussi le travail des élus locaux. Dimanche, premier tour des régionales. On vote aussi pour les départementales. Le scrutin et la campagne ne passionnent pas. Pourquoi ? Que vous disent les électeurs ? Pourquoi ils s'y intéressent pas ? Alors c'est vrai que le risque d'abstention massif est là, très clairement. Moi, il m'inquiète aussi, je le vois dans mon territoire, j'ai du mal aussi parfois à sentir nos concitoyens intéressés par cette élection régionale et départementale. Comment l'expliquer ? Je pense que déjà beaucoup d'entre eux ne connaissent pas ou pas bien les rôles des régions et des départements. Il y a une méconnaissance de ce millefeuille institutionnel qui s'est renforcé au fil des ans. Moi je vois en Île-de-France, on a plus de 5 strates locales. La région, le département, la métropole du Grand Paris, l'intercommunalité, la commune, ça fait beaucoup. Et c'est vrai que beaucoup de nos concitoyens ne s'y retrouvent pas. Donc il y a toute une pédagogie à faire sur le terrain pour réexpliquer qui fait quoi finalement. Donc ça, c'est un frein. Et puis il faut convaincre. Je crois que ça se joue aussi projet contre projet et expliquer ce que nous voulons proposer dans le cadre de ces régionales. Dimanche, on va vers quoi ? 50-60% d'abstention ? Vous avez une idée, un flair ? Non, moi j'ai pas je lis attentivement les sondages. Je voyais hier qu'effectivement ils étaient assez préoccupants. J'espère en tout cas moi que la participation sera à la hauteur des scrutins précédents. Je rappelais qu'aux dernières régionales et départementales, on était déjà à 50% de participation. Un Français sur deux seulement, c'était déjà peu.
J'espère qu'on sera au-delà. Moi, je crois que la démocratie, ça se joue dans les urnes. La parole est aux citoyens dimanche. Donc, je le dis, en tout cas, ceux qui nous écoutent, allez voter, c'est important. Prenez quelques minutes de votre temps, même s'il fait beau, même si c'est la fête des pères, allez voter. C'est vous qui avez la parole, exprimez-vous dans les urnes. Alors, dans cette campagne, Laurent Saint-Martin, le candidat, le chef de file LREM pour l'Île-de-France, est autour de 15% dans les sondages. Il est loin derrière Valérie Pécresse. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Alors déjà, notre formation politique, La République En Marche, elle est jeune. Jeune, mais aux législatives 2017 et aux européennes, en Île-de-France, c'était meilleur. C'est vrai, mais l'ancrage local est difficile. C'est la première fois que nous nous présentons à une élection régionale. Il y a eu les municipales l'an dernier, là les régionales et départementales. Moi, ma volonté et celle que je partage avec l'ensemble de l'équipe de Laurent Saint-Martin pour l'Île-de-France, c'est effectivement de faire le meilleur score possible et de proposer un véritable projet alternatif à la présidente sortante Valérie Pécresse et à cette union, parce que à terme, il y aura bien une union des gauches qui ne correspond absolument pas au projet progressiste que nous voulons pour l'Île-de-France. Donc nous pouvons être fiers d'ailleurs, je crois, du projet que nous portons avec Laurent Saint-Martin, qui propose véritablement un projet alternatif aux habitants de l'Île-de-France, un cadre de vie apaisé, une relance économique, écologique, durable, et puis un vrai partenariat avec l'État qui n'existe pas aujourd'hui. On a l'impression que les différences avec ce que propose Valérie Pécresse, c'est des différences de mesures, d'idées, mais ce ne sont pas des différences rédhibitoires de principe. Est-ce que c'est vrai ? Valérie Pécresse est profondément républicaine. Je n'ai pas de critique à formuler de ce point de vue-là, ce qui n'est pas le cas de tous les représentants, de tous les candidats à gauche en Île-de-France. En revanche... Mais vous trouvez qu'à gauche, il y a eu une dérive au-delà de la République, comme le RN ? On a pu assister à des dérives communautaristes qui, moi, m'inquiètent effectivement sur la dimension républicaine de certaines candidatures, très clairement. Et les propos d'Audrey Pulvar aussi ont pu choquer de ce point de vue-là sur cette non-mixité dans les réunions, etc. Concernant Valérie Pécresse, nous ne souscrivons ni à son bilan ni à son projet. C'est pour ça que nous avons souhaité proposer un autre projet, une autre liste, Envie d'Île-de-France avec Laurent Saint-Martin. Et moi, je souhaite que nous fassions le meilleur score possible, que nous gagnions cette élection et que nous pesions enfin dans la gouvernance de cette région qui en a bien besoin. Alors, ça ne sera sans doute pas le cas en Île-de-France, mais dans certaines régions, maintenir la liste LREM au deuxième tour, ce sera participer à un risque de victoire du Rassemblement national. Est-ce qu'il faut aller vers un retrait sans condition, comme l'ont fait certaines listes de gauche, notamment en 2015 ? Je crois qu'il est un peu tôt et il faut attendre le soir du premier tour et regarder les chiffres à tête reposée pour prendre ce type de décision. Mais une chose est certaine, nous l'avons toujours dit, toujours fait. Évidemment, face au RN, nous ne prendrons, en tout cas, c'est mon point de vue, aucun risque. Et évidemment, le Front républicain sera de mise pour faire barrage au Rassemblement national, qui, je le dis là aussi, est totalement absent sur le terrain de cette campagne régionale. Je ne vois pas, moi, par exemple, sur mon territoire dans les Hauts-de-Seine, le Rassemblement national faire campagne. J'ai lu attentivement les documents que j'ai reçus chez moi de propagande électorale. J'ai lu le programme du Rassemblement national. C'est totalement creux. Il n'y a aucune proposition. Donc, que l'on ne s'y trompe pas, le Rassemblement national fait une campagne de communication, mais en aucun cas ne propose un projet aux habitants, et quelles que soient les régions. On a pris le temps de regarder, région par région, c'est d'un vide phénoménal. Mais le vote RN, c'est autre chose, c'est une alerte, parce que les gens sont inquiets sur l'insécurité, sur l'islamisme, sur l'immigration. Bien sûr, pour beaucoup de Français qui feront ce choix-là de voter Rassemblement national, c'est un vote soit contestataire, soit une forme aussi de dégagisme et se dire on n'a pas testé, donc on va essayer. Moi, je veux leur dire que d'une part, dans les collectivités où le RN a pu gagner par le passé, vous savez, moi j'ai grandi à Toulon, j'ai vu la gestion du Front National de 1995 à 2001, c'était catastrophique, la ville était surendettée, il ne s'est rien passé, y compris d'un point de vue sécurité. Et c'est le cas dans toutes les villes, y compris à Fréjus encore aujourd'hui, où le RN est aux commandes. Mais ils ont été réélus. Par rapport à 95, c'est la différence. C'est effectivement peut-être par déficit d'offres alternatives, mais comme le disait Laurent Fabius, l'extrême droite pose de vraies questions sur l'immigration, la sécurité, l'abandon de certains territoires, mais apporte de fausses réponses, voire même aucune réponse. Et c'est à nous d'y travailler, projet contre projet. Je crois que ça ne sert à rien de continuer à diaboliser le Rassemblement national. C'est sur le terrain des idées qu'il faut le combattre. Oui. Nicolas Sarkozy doit faire de la prison ferme, ont demandé les procureurs dans l'affaire Big Malion. Est-ce que c'est votre sentiment aussi, vu ce qu'on lui reproche ?
Alors j'ai entendu hier évidemment le réquisitoire qui a été dressé contre Nicolas Sarkozy. Bon, en tant que parlementaire, je ne peux malheureusement pas commenter ce réquisitoire ni les décisions de justice qui suivront. En tout cas, moi j'ai un combat personnel depuis plusieurs années sur l'éthique. Vous êtes publique, engagé dans bien l'Observatoire de l'éthique. J'ai créé en 2018 avec René Dosière, ancien député socialiste, l'Observatoire de l'éthique publique avec des parlementaires de tous bords, des universitaires, et on se bat au quotidien pour faire vivre la transparence, la déontologie, l'éthique en politique, mais également dans la fonction publique nationale et territoriale. Et l'affaire Big Malion, c'est l'échec de l'éthique. On n'a rien vu. On avait vu un dépassement de 300 000 euros et en fait, c'est peut-être 20 millions d'euros de dépassement. Bien sûr, ça soulève de vraies questions sur le financement des campagnes électorales et les règles qui entourent tout cela et sur lesquelles il faudra sans doute revenir. En tout cas, nous, avec l'Observatoire, on formule beaucoup de propositions là-dessus, sur le financement des campagnes. J'ai lu aussi avec attention la proposition de François Bayrou autour de la création d'une banque de la démocratie qui moi, me semble être une bonne idée. Et qui a échoué. Tout à fait. Et je crois qu'il faut reprendre cette idée-là et la pousser jusqu'au bout parce que on voit bien les dérives qui ont pu exister par le passé et qui n'existeront plus, je l'espère, pour l'avenir. En tout cas, notre mouvement politique, nous, La République En Marche, évidemment, sommes très attachés à cela, à l'éthique, la transparence. La première loi que nous avons votée était cette loi pour la confiance dans la vie politique et ce contrôle des frais de mandat, et on s'y emploie au quotidien. La Commission nationale des comptes de campagne propose de surveiller la comptabilité des partis qui participent au financement de la présidentielle. Elle dit, cette commission, si on peut vérifier la comptabilité des partis, une affaire Big Malion ne sera plus possible. Vous êtes favorable à cette évolution ? Oui, je crois qu'il y a des marges de progrès, très clairement, sur le contrôle du financement des partis politiques et la transparence qui entoure tout ça. Et puis encore une fois, les modalités de financement d'une campagne électorale. Et il en va d'ailleurs de la possibilité pour n'importe quel candidat de faire campagne et de se présenter à une élection. Et en ce sens, cette banque publique de la démocratie me paraît très intéressante parce qu'elle évite effectivement d'aller recourir à des dons dont on sait qu'ils peuvent aussi derrière masquer des lobbies divers et variés ou des groupes de pression. Voilà. Donc, et c'est un gage d'équité, me semble-t-il, entre tous les candidats. Faut-il rendre la vaccination obligatoire pour les soignants en EHPAD ? C'est une quasi-menace que fait peser Olivier Véran sur cette profession. Écoutez, moi j'irais même un peu plus loin. Voyez-vous qu'Olivier Véran, je vois que près de la moitié des soignants de notre pays ne sont toujours pas vaccinés. Je peux comprendre les inquiétudes qui entourent ce choix-là, par rapport au vaccin, etc. Mais quand on est soignant, on est dépositaire d'une mission de service public, on est au contact de patients, de malades, et donc on peut être porteur de ce virus. Et j'irais même jusqu'à peut-être envisager cette vaccination obligatoire pour tous les soignants et pas uniquement en EHPAD. En zone urbaine, est-ce que vous ne trouvez pas que le déconfinement va trop vite ? Les fêtes, les rassemblements, on a lâché un peu, puis maintenant le couvre-feu va s'arrêter. Est-ce que c'est pas la 4e vague qu'on prépare ? Il faut être très prudent, très vigilant. Évidemment, on n'est pas à l'abri d'un nouveau variant, mais je crois que la stratégie qui est la nôtre depuis plusieurs mois fonctionne. La stratégie de vaccination, d'abord, tout le monde nous disait vous n'arriverez jamais à atteindre les 30 millions de premières doses au 15 juin. C'est fait, on a franchi ce cap-là. Et puis, on voit que le taux d'incidence a été diminué par 10 en 2 mois, ce qui nous a permis d'ailleurs d'anticiper finalement sur la levée du couvre-feu et la levée du port du masque. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner tous les gestes barrières, loin de là, continuer à porter le masque en intérieur. Mais je crois qu'on peut tous être fiers finalement de cette avancée et de la levée de ces restrictions un peu anticipées. Et ces 10-15% de récalcitrants à la vaccination, est-ce qu'il faut leur dire attention à la rentrée, à la moindre menace, ça sera obligatoire pour vous de vous faire vacciner ? Oui, là, je crois qu'on atteint quelque part une forme de plafond, on ne va pas se mentir. Donc, comment aller convaincre finalement tous ces Français qui ne sont pas encore vaccinés de le faire ? Et puis, tenter de comprendre aussi finalement pourquoi ils ne le veulent pas. C'est ça, surtout qui doit nous préoccuper, avant peut-être d'aller tout de suite vers une obligation, vers quelque chose de punitif. Faut essayer de comprendre les freins psychologiques ou autres qui poussent à ce refus de se faire vacciner et peut-être être plus contraignant avec certaines professions, je le redis, notamment les soignants. Lauriane Rossi, merci, bonne journée. Merci à vous, Christophe Barbier.